Donc, il y a un petit décalage. Bonjour tout le monde. Il y a un petit décalage entre l'émission et la réception. Bref, bonjour tout le monde. On se retrouve avec Endostar aujourd'hui pour le programme qu'ils font. C'est 20 minutes d'endo, donc on va parler pendant 20 minutes d'endodontie. On va parler des sujets les plus connus, enfin les plus demandés en ce moment. On va parler essentiellement, je parlerai essentiellement d'irrigation et de glide path ou de mise en forme, de préparation, mais on peut parler un peu de tout. Je commencerai par faire ma présentation et après on passera par la suite par la suite on va passer aux questions. Vous pouvez poser vos questions en direct sur la plateforme d'Endostar. Sinon, vers la fin, on va commencer à répondre aux questions une à une. Ok, on y va. C'est par faire ma présentation. Et voilà. Donc, ça va de 20 minutes, top chrono. Il est 14h02, 15h heure européenne. Donc, voilà. Je commence par. On va parler aujourd'hui d'endodontie. On va parler des limes Endostar. C'est des limes, là, on voit, je ne sais pas, certains qui utilisent ces limes-là depuis longtemps. C'est des limes qui étaient en nickel titane, classique, est venue ensuite une petite révolution, mais qui est à mon sens aussi grande que la révolution du nickel titane. C'est le nickel titane traité thermiquement, ce qui change beaucoup de choses et qui améliore de beaucoup la performance des praticiens. Et on est passé au E3 Azure qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus coupant, enfin qui a gagné beaucoup de qualité. Donc ces images que vous voyez là, ce n'est pas du Photoshop. Les images que vous êtes en train de voir, c'est ce que vos instruments peuvent faire et évidemment sans casser grâce au traitement thermique. Donc je me présente brièvement, bien que la majorité des gens qui sont là, on se connaît pour une bonne partie. Donc je me présente, donc je suis Dr Ben Gaillou, je suis praticien libéral, j'exerce à Oran et je fais partie de l'International Microscopic Dental Club. Donc la philosophie de notre club, c'est de faire de la dentisterie sous microscope. Et notre slogan en anglais qui est We make different dentistry to make dentistry different, c'est-à-dire qu'on fait de la dentisterie différente pour changer la dentisterie. Et le microscope qui était dans un premier temps, initialement qui était utilisé beaucoup plus en chirurgie maxillofaciale, bizarrement, donc ils s'en servaient pour faire les réparations des lésions nerveuses, mais par la suite ça a été utilisé au début des années 90, essentiellement grâce aux travaux de Gary Carr en endodontie, et ça s'est beaucoup développé en endodontie, mais pas que l'endodontie, ça se développe beaucoup en dentisterie restauratrice, ça se développe en restauratrice directe ou indirecte, c'est-à-dire que ce soit du collage, du composite, enfin, de toute la restauratrice, aussi en chirurgie, en parodontie, enfin, en fin de compte, la philosophie est que mieux voir, c'est mieux soigner, et de là, on peut tout mieux faire. Donc, voilà, petit rappel du microscope. Le microscope est tellement utile en endodontie que l'American Association of Endodontics et avec l'American Board of Endodontics pour être certifié endodontiste aux États-Unis, qui est l'une des associations les plus prestigieuses au monde. Donc pour être certifié endodontiste, il faut être entraîné sous microscope, il faut être formé sous microscope, sinon on n'est pas comptabilisé comme étant endodontiste. Donc c'est quelque chose qui est très important en endodontie.
Et ça peut paraître un détail, mais comme disait De Vinci, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. On travaille, notre échelle de travail c'est de l'ordre du millimètre, donc si ce n'est moins parfois, quand il s'agit de précision et d'ajustement dans la dentisterie restauratrice indirecte, même directe d'ailleurs. Ces petits détails, bah, ils peuvent faire la différence entre la réussite et l'échec d'un traitement endodontique. Je suis aussi membre fondateur et président de Laurent Study Club. Et dans notre club, on partage de la connaissance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on a besoin de partager la connaissance, pas parce qu'on est gentil, pas parce qu'on a envie de faire plaisir ou de flatter notre ego, tout simplement parce qu'en partageant de la connaissance, en faisant des travaux, c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, je me rends service à moi-même aujourd'hui en faisant cette webconférence. Donc, selon la théorie de William Glasser, donc, on retient à peu près 5% de lecture en anglais, c'est une conférence. Donc, a priori, aujourd'hui, si vous allez retenir à peu près 5% de ce que je vais dire. Si on lit, ça va être du 10%. L'audiovisuel, et encore aujourd'hui, ça peut être comptabilisé comme de l'audiovisuel, c'est du 20%. Si on fait une démonstration, du 30%. Discussion de groupe, sur 50%. Practicing by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant, c'est du 75%. Mais quand on enseigne aux autres, c'est-à-dire quand on fait une présentation, ben on retient 90%. D'où l'intérêt de rester et d'où l'intérêt du partage en fin de compte. Je survole rapidement l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est en gros, moins on en sait, plus on pense qu'on en sait. Et d'où l'intérêt de continuer toujours à travailler. Donc les gens les moins qualifiés surestiment leurs compétences. Ils sont dans l'impossibilité de reconnaître leur incompétence. Donc forcément, c'est parce que c'est avec ça qu'on juge. Et les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leurs compétences parce qu'ils pensent que parce qu'eux peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Et pour finir, les personnes compétentes pensent à tort que ce qui est facile pour eux l'est pour les autres. Et pas du tout, on le saura. Donc la petite courbe, si vous voyez la petite courbe, on commence au tout début, on ne sait rien faire et on n'a aucune confiance. Dès qu'on commence à apprendre un peu certaines choses, ben, on gagne beaucoup en confiance et on est ce qu'on appelle dans le monde de la stupidité. Donc on pense tout connaître, tout avoir compris. On est tous passés par cette étape-là, étant étudiant ou étant nouveau diplômé. Mais très vite, on va déchanter et on va avoir des complications ou des échecs. Et de là, on est dans la vallée du désespoir. Donc on se rend compte qu'en fin de compte, c'était plus compliqué ou plus subtil que ce qu'on pensait. Et par la suite, on va vers le plateau de la durabilité. C'est comme ça qu'on va apprendre à perfectionner nos protocoles, bien sûr, tout en se basant sur la science et sur la triade de l'evidence-based dentistry. Ça peut paraître redondant, je cite ça dans toutes mes conférences, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et bien sûr, bon, certains pensent que l'evidence-based dentistry est un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode, c'est la science, c'est de l'épistémologie, c'est comme ça que ça marche. Donc, on peut croiser notre expérience clinique, clinical expertise en anglais, c'est-à-dire ce qu'on sait faire. Ce que dit la science, c'est les données de la recherche, les préférences du patient, c'est à partir de là qu'on prend des décisions. Cette triade, on doit la refaire à chaque fois, tous les jours, pour pouvoir prendre des décisions. Je commence par un article qui est très intéressant, qui est paru dans l'International Endodontic Journal. Et ce n'est pas un article qui va parler de clinique, mais c'est un article qui va parler de ce qui est intéressant ou ce qui intéresse, entre guillemets, en endodontie. On parle d'endodontie aujourd'hui. On va parler de ce qui intéresse les gens. Qu'est-ce qui intéresse les gens en endodontie? Donc, en anglais, c'est What is of the interest in endodontology? A bibliometric review of research published in the International Endodontic Journal and the Journal of Endodontics de 1980 à 2019. Donc, une bonne une bonne quasi quarantaine d'années. Et là, on va voir, et ça a été les centres d'intérêt ont été un peu au centre, c'est les choses qui sont les plus citées en rouge, donc ça concentre le plus d'intérêt. Et en périphérie, c'est les sujets qui n'intéressent pas beaucoup les gens ou sur lesquels on publie beaucoup en réalité. L'intérêt, c'est par rapport aux citations des articles
à partir de 400 citations, on commence à mettre un de ces thèmes-là. Donc là, si vous voyez, au hasard, vous voyez du MTA, c'est-à-dire Mineral Oxide Aggregate. Donc, sinon, les indications, le mécanisme, review. Bah, vous voyez, là, on commence à avoir de la revue systématique. Donc, pour dire que c'est la tendance, mais c'est une tendance qui risque de durer. Outcome Study, Apical Periodontitis, c'est-à-dire ça, c'est tous les sujets au centre qui intéressent les gens. Mais si on, ça, c'est les choses intéressantes. Mais si on va en périphérie, on va voir écologie, canal preparation, bleaching, l'écologie, préparation de canal, blanchiment. Donc, et ça, canal preparation, si vous voyez, la préparation canalaire, c'est quelque chose qui est en périphérie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup cité ces dernières années. Pareil, comme c'est étonnant, hein, mais je vois ça, je suis aussi étonnant, enfin, je suis aussi étonné que vous. J'ai vu ça dans cette publication. Ben, le Conbeam fait partie des choses qui sont pas très intéressantes, enfin, qui ne sont pas très publiées ces derniers temps en endodontie. Et on voit aussi root canal irrigation. Ou root canal irrigant, c'est-à-dire l'irrigation ou les solutions d'irrigation. Ça aussi, ça fait partie des sujets qui ne sont pas beaucoup traités ces derniers temps. Si on voit si on voit le tableau, si on voit le tableau qui va nous montrer en fonction des années, donc enfin en fonction des décades, en 1980-1989, les mots-clés qui étaient dans les recherches, c'était du canal, pulp, enfin canal, pulpe, molaire, case report, c'est-à-dire un rapport de cas, traitement, hydroxyde de calcium. Vous voyez, c'est des choses assez basiques. On avance un peu dans les années 90, deuxième décade. On est toujours canal. Canal, ça reste quelque chose qui est beaucoup recherché. Matériaux, pardon. Molaire, root canal sealer, ciment de scellement canalaire. Enfin, les mots-clés changent un peu. On avance un peu dans le début des années 2000. Instruments, là, on commence à rentrer dans la révolution dans l'endodontie moderne. Ça, on commence à travailler avec du nickel titane, avec plein de choses intéressantes. Donc, instruments, c'est le mot-clé qui revient le plus dans les années 2000. Case report, toujours. Donc, rapport de cas. Expression, endodontic treatment, pardon, donc traitement. Cell, on commence à voir, il y a un tournant fondamental, il y a un tournant biologique, il y a une vue biologique sur l'endodontie, et c'est toujours d'actualité. Et si on voit dans la dernière décennie, c'est-à-dire dans les années 2010, de 2010 à 2019, vous voyez, le mot-clé le plus recherché dans les années 2010-2019, c'est review. Review, c'est-à-dire une revue de littérature. Instrument toujours. Case report, c'est toujours recherché. CBCT, ça se recherche aussi. Ainsi de suite. Cells, donc cellules, c'est du fondamental. Voilà. Si on voit par rapport les citations par rapport aux universités, donc dans les années 80, c'était essentiellement les États-Unis, United States, donc Pennsylvania, Iowa, Minnesota, enfin, Columbia c'est à New York, Tel Aviv, et Ohio. On avance un peu dans les années 80, c'est essentiellement toujours ça, mais si on avance un peu dans la dernière décade, c'est les années 90, les années 2010, donc là on a l'université de Sao Paulo, on a l'université de Wuhan, bah tiens, un truc d'actualité, donc il y a la Chine, il y a les Kerman Université, je crois que c'est en Turquie, bref. Et là on va voir par rapport aussi aux intervenants. On va voir par rapport aux gens qui publient. Donc, on voit les travaux de Zender dans les années 80-89. Donc, travaux de Zender, enfin des noms très connus, Zender, Torabinejad, enfin des trucs assez connus. On avance un peu et ce qu'on voit globalement, c'est que Torabinejad est très 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 régulier. Donc, il est là jusque dans les années 2010-2019. Tout ça pour vous dire, bon, ça c'est par rapport
ça a été noté par rapport à plus de 400 citations. Donc, c'est les articles qui ont été cités plus de 400 fois. Tout ça pour vous donner une idée un peu de ce qui se dit, ce qui se cherche, et là où se cherche, dans quelles universités, dans quel pays. On voit aussi par rapport dans quel pays. Les États-Unis ont toujours été numéro 1 dans les 4 décades. Mais si on voit dans les années 2010-2019, on a le Brésil, la Chine, l'Italie, Corée du Sud, Turquie et Iran. Des pays qu'on a tendance, enfin Corée du Sud c'est évident, mais Turquie, Iran, Chine, Brésil, enfin tout ça c'est des pays qui sont en réelle voie de développement. Bref, revenons à notre traitement endodontique. Notre traitement endodontique, donc on se remémore notre triade classique, nettoyage, mise en forme, obturation, on passe rapidement. Donc on doit nettoyer, mettre en forme, nettoyer, mettre en forme et finir par faire l'obturation. Mais ça, oui, mais c'est une question de planification. Et ça, on va parler un peu de planification. Comment planifier, comment dire si une dent est difficile à traiter, si un canal est droit, s'il est relativement facile ou difficile à traiter. Ben, là, on le voit sur la radio, c'était après l'obturation. Si on voit bien, le canal avait l'air pas très court. Deuxième radio, relativement court. Troisième radio, grosse courbure. C'est là où on se rend compte que, en fin de compte, des canaux qui paraissent droits, il faut penser à l'aspect tridimensionnel du canal et des courbures tridimensionnelles. Et c'est là où, si on casse nos instruments, on va dire forcément que c'est les instruments qui sont pas bons. Non, c'est notre planification très souvent qui n'est pas bonne. Il faut juste, c'est une question de planification pour pouvoir adapter nos instruments à nos besoins. Donc de là, pour pouvoir un peu gérer nos cas, pour pouvoir les préparer, il faudrait calculer cet angle, cette courbure, sur une bonne angulation de notre radio, bien sûr. Je ne pourrais pas parler de tout. Donc ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle en anglais le straight line access, c'est-à-dire un accès direct au canal. Notre accès direct au canal, dans un premier temps, si on commence avec nos instruments, on sait que nos instruments vont changer d'angulation et au fur et à mesure qu'on va travailler, la longueur de travail va changer. Donc la longueur de travail qu'on va estimer initialement va être changée au fur et à mesure où on va avoir un accès qui soit le plus direct possible dans le système canalaire, parce qu'on parle de système canalaire, on ne parle pas de canal, ce serait trop simple et trop simpliste de parler de système canalaire. Bref, donc au fur et à mesure où on va éliminer ce fameux triangle dentinaire, ben, il y aura un différentiel entre la longueur de travail initiale et cette longueur de travail. Et pour ça, pour créer ce passage assez facile, je vous recommande fortement ces limes-là. C'est des limes de 2%. Essayez d'utiliser des limes de très faible conicité dans un premier temps pour pouvoir créer ce qu'on appelle un glide path, un passage facile. Donc, élimination de ce fameux triangle dentinaire. Ce triangle-là, on va commencer par l'éliminer dans un premier temps par la fraise écria à tête non travaillante, tête mousse. Donc on va commencer, mais le plus gros du travail va être fait avec la première lime du kit Endostar. Et cette lime-là, c'est un peu le bulldozer, c'est ce qui va défoncer, j'exagère, mais c'est ce qui va ouvrir l'entrée, c'est ce qui va élargir. Donc c'est ce qu'on appelle un opener. Un opener, c'est un ouvreur, entre guillemets. C'est un instrument qui est utilisé sur un tiers du canal. On n'a pas besoin d'aller avec cet instrument sur toute la longueur de la racine. On a juste besoin d'aller sur une partie du canal pour pouvoir élargir les entrées canalaires. Tout ça est fait dans une logique d'élimination des contraintes. Il faut garder à l'esprit l'élimination des contraintes. Moins de contraintes sur votre instrument, plus vous évoluez profondément dans le canal jusqu'à l'apex. Et il ne faut pas se précipiter, on n'a pas besoin d'aller directement à l'apex. Il faut le faire step by step, c'est-à-dire dans un premier temps, on élimine les contraintes coronaires. Donc, première contrainte, c'est la cavité d'accès, évidemment. Donc, on ouvre une cavité d'accès. Et deuxième contrainte, la deuxième contrainte, c'est l'entrée canalaire. Si vous avez vu sur la première slide, vos instruments sont assez courbes quand ils rentrent dans un premier temps. Puis, on commence à les redresser progressivement jusqu'à avoir ce qu'on appelle le straight line access. Et donc, pour avoir ce straight line access ou accès direct au canal, ou ligne droite au canal, donc on a besoin de deux instruments, c'est la fraise écria et la première lime du kit Endostar, c'est-à-dire la lime qui a 30% de diamètre apical et de 8% de conicité.
autre, autre chapitre intéressant. Attendez, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Ok, donc, tac, tac, tac. Oui, parfait. Donc, autre chapitre, c'est quand on a vu la petite, enfin, l'article initial qui montrait les centres d'intérêt et enfin, les centres d'intérêt, donc ce qui est publié en endodontie. Donc, un autre des paramètres, c'est l'irrigation. L'irrigation, là, ça va faire plaisir à plein de praticiens. Donc, quand on parle d'irrigation, c'est quelque chose, c'est un peu le parent pauvre de la préparation canalaire. Quand on pense préparation canalaire, on pense à une préparation mécanique. Euh, Or, on l'a dit à la fac, on l'a survolé, et c'est pour une grande majorité, on n'a pas vraiment retenu ça, c'est que notre préparation est une préparation chémomécanique. Et notre préparation ne se limite pas à nos fraises, aussi bien soit-elle. Donc notre préparation se fait aussi avec notre solution d'irrigation. Et là, c'est un gros chapitre sur lequel on peut parler longtemps et à mon sens, l'un des chapitres les plus intéressants, tout simplement parce que si vous avez vu tout à l'heure sur les mots-clés recherchés, ben, l'irrigation est un peu délaissée et je trouve que c'est pas justifié, c'est vraiment un paramètre très important. Ce que vous voyez sur ce schéma-là, c'est ce qui est en rouge, c'est ce que vos instruments touchent. Ce qui est en vert, c'est ce que vos instruments ne touchent pas. Ça vous donne une idée de tout ce qui reste non traité. Donc 35% ou plus du canal n'est pas touché par les instruments. Elle n'est absolument pas touchée. Donc le tiers de votre canal n'est pas touché par vos instruments. Ça veut dire que ce nettoyage-là doit être fait par des moyens chimiques, par l'irrigation. L'irrigation, pourquoi? Parce que tout simplement, si vous vous référez aux classifications anatomiques de Bertucci, donc un canal, ce n'est pas un canal. Nous, on a simplifié les choses en appelant ça un canal. Ce n'est pas un canal, c'est un système canalaire. Et un système canalaire, comme vous voyez, c'est une arborescence. Ça ressemble beaucoup plus à des racines d'arbres ou de plantes, ou une arborescence ou des branches d'arbres, mais ça ne ressemble pas à un canal de forme géométrique, loin de là. Donc, pour simplifier la classification de Bertucci, il y a du type 1 à type 8. Donc, type 1, c'est classique, canal, quand on pense à. Là, ils prennent une prémolaire comme exemple, ça peut être n'importe quelle dent. Donc, un seul canal, une seule sortie. Type 2, deux entrées, une sortie. Type 3, une seule entrée qui se subdivise, mais après qui devient une seule sortie, et ainsi de suite. Donc, pourquoi cette classification-là? Parce que, par exemple, si on pense à quelque chose dont on parle assez souvent, et de plus en plus, tant mieux d'ailleurs, quand on pense à MV2, c'est-à-dire au deuxième canal mésio-vestibulaire sur les premières molaires maxillaires, beaucoup plus sur la première que la deuxième, mais il ne faut pas oublier que même sur la deuxième molaire, on peut avoir des MV2. Bref, donc si on a un MV2 qui est en configuration type 2, ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire c'est une deuxième entrée, mais très souvent il rejoint ce canal-là. C'est pour ça que toutes nos endos, toutes nos molaires maxillaires n'ont pas été vouées à l'échec, parce que tout simplement, c'était la même sortie. Et nos objectifs en endodontie, on doit fermer ce qu'on appelle les POE. POE en anglais, c'est Portal of Exit, c'est-à-dire les portes de sortie. Donc s'il y a une seule sortie, que vous passiez par l'entrée 1 ou l'entrée 2, peu importe, vu qu'il y a une seule sortie, encore que, il reste les sorties latérales, et ça, c'est plus aléatoire. Bref, donc c'est pour ça que sur les traitements de molaire, première molaire et de molaire maxillaire en général, première et deuxième, la nature était un peu plus gentille avec nous. Mais imaginez-vous si on était sur un Bertucci type 4, c'est-à-dire deux entrées complètement indépendantes. Bah, vous auriez beau traiter tout le canal mésio-vestibulaire 1, bah, si vous ne traitez pas le deuxième canal, bah, aussi bon soit-il votre traitement sur votre canal distal, palatin et mésio-vestibulaire. Si vous avez oublié un canal, ben, l'oubli de canaux, c'est un facteur d'échec dans les traitements endodontiques. Donc, je reviens à l'irrigation. Donc,
quels est les désirata d'une solution d'irrigation? Qu'est-ce qu'on va demander à une solution d'irrigation? Donc la solution d'irrigation a besoin d'une action mécanique, c'est un lavage classique. Facilité d'élimination de la dentine, ça doit être un lubrifiant aussi. Dissolution des tissus organiques, dissolution des tissus minéraux, pénétration dans les réseaux accessoires, c'est ce qu'on disait par rapport à l'arborescence des réseaux canalaires, parce que c'est des réseaux canalaires, doit être bactéricide, non irritant, et ne fragilise pas la dent. Donc, si vous voyez bien, une solution d'irrigation parfaite n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser plusieurs solutions, sans se compliquer la vie non plus. Mais, à mon sens, si on utilise 3 solutions d'irrigation, c'est largement suffisant. Donc, si vous voyez bien, si on pense à l'hypochlorite, par exemple, c'est vrai qu'elle a une action mécanique, une facilité d'élimination de la dentine, c'est un lubrifiant, dissolution des tissus organiques, oui, mais dissolution des tissus minéraux, non. Donc l'hypochlorite ne va pas permettre ça. Pour compléter l'effet de l'hypochlorite, on va utiliser des solutions acides. On peut utiliser de l'EDTA ou de l'acide citrique. Nous, en Algérie, on utilise beaucoup plus de DTA, mais dans certains pays européens, on utilise de l'acide citrique, essentiellement parce que l'acide citrique est moins onéreux que le DTA, c'est tout. Donc, pénétration dans les réseaux accessoires, bactéricide, on a ça avec l'hypochlorite. Non irritant, l'hypochlorite est irritant, donc il faut utiliser, on va voir, par rapport au matériel. Ne fragilise pas la dent, ça dépend des concentrations aussi. Donc, l'irrigation, avec quoi on va irriguer? J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un ami, et on discutait, est-ce qu'il fallait des seringues vissées ou clippées? Donc, à mon sens, avec des aiguilles à ouverture latérale, les seringues vissées sont très bien, parce que quand on exerce une pression, ça risque d'exploser, et le patient est venu pour faire un traitement canalaire, pas pour faire une douche à l'hypochlorite. À la limite, si ça vous tâche vous ou votre assistante, ça fait partie en guillemets du risque du métier, mais si vous tâchez le patient, c'est pas le but du jeu. Donc, à mon sens, je préfère utiliser des seringues vissées, pas clippées, et exercer une pression positive modérée. Il n'y a aucun risque avec les aiguilles à ouverture latérale. Je reviens à l'aiguille. Quand l'ouverture est latérale et si on ne bloque pas les aiguilles dans le canal, il n'y a aucune raison de faire des accidents d'irrigation. Donc, seringue vissée, aiguille à ouverture latérale, simple ou double, c'est ce qui nous permettra d'irriguer le plus souvent. Donc, si vous voyez bien, regardez au début de la vidéo, vous aurez une solution qui n'est pas claire. Et au fur et à mesure qu'on va irriguer, la solution va s'éclaircir. D'où l'intérêt très souvent, nos profs ou nos formateurs nous demandaient d'irriguer copieusement le canal. Il faut bien irriguer, justement, parce qu'on ne voit pas ça. Et quand on travaille avec un microscope, avec des ailes optiques, et surtout avec le microscope, on voit réellement ça. On voit un canal, on commence à travailler dans le canal, on commence à irriguer, et au fur et à mesure, on va voir l'élimination des débris dentinaires, et de là, on va voir que notre irrigation est terminée ou pas. On a commencé avec une solution qui était assez trouble, pas très claire, et on finit avec une solution qui est assez claire. Notre qualité de coupe, vous voyez, surtout avec les instruments qui sont de plus en plus performants, tant mieux, qui ont une qualité de coupe assez importante. Vous voyez tous les débris dentinaires. Et encore, ça c'est ce que vous voyez au niveau coronaire. Imaginez-vous ce qui se passe dans les portions les plus profondes du canal, où le canal est beaucoup plus étroit et où ces copeaux-là risquent d'oblitérer le canal. Donc, d'où l'intérêt de faire une irrigation très importante. Donc, au passage, un petit clin d'œil, si vous voyez un peu là, vous voyez le champagne test ou l'effet champagne, ça aussi, c'est un paramètre à prendre en considération parce que quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hypochlorite est en train de faire son effet. Et qu'est-ce que ça veut dire encore plus? C'est qu'il y a encore des tissus organiques, même si vous ne les voyez pas, vous avez la trace chimique qu'il y a des tissus organiques qui sont digérés dans votre canal et la digestion de vos tissus organiques donne ces petites bulles. Donc, et ces petites bulles-là, c'est tout ce qui est débris canalaire. Et notre débris, donc, on va avoir des bactéries dans ces débris. Et l'état des bactéries dans notre canal, l'état des bactéries se trouve sous deux formes. Donc, une forme planctonique, c'est-à-dire, en gros, c'est en suspension, et le biofilm. La forme planctonique,
Ça me rappelle ce qu'on avait fait, la revue de littérature qu'on a fait au Study Club sur l'effet des lasers en irrigation. Donc, l'effet des lasers, essentiellement les lasers à diode, les lasers à diode ont une action sur la phase planctonique des bactéries. Tant mieux, mais c'est pas ce qui nous embête le plus, parce que la phase planctonique, il suffit d'irriguer pour éliminer, et c'est l'effet de lavage qu'on va avoir avec notre solution d'irrigation. Ce qui nous pose problème, en revanche, dans l'irrigation, c'est le biofilm. Le biofilm, c'est tout ce qui est collé aux parois, et tout ce qui s'interpose entre nos tubuli dentinaires qui sont censés être propres, et notre future obturation. Donc, et je survole rapidement les solutions d'irrigation parce qu'on avait prévu 20 minutes, mais là on est sur quasiment 40 minutes. Donc on peut utiliser de la chlorhexidine, on peut utiliser de l'EDTA, on peut utiliser de l'hypochlorite. Donc on va rester sur de l'hypochlorite et de l'EDTA et de l'eau distillée pour faire une solution, pour que les solutions une solution d'interposition, c'est une solution qui va nous éviter de diminuer l'effet de la solution alcaline qui est l'hypochlorite et de la solution acide qui est le DTA. Donc les méthodes d'irrigation, on a la pression positive, pression négative, sonique passive, ultrasonique, active, passive, ultrasonique ou laser. Donc ce qui nous intéresse, ou gentle wave si on veut aussi. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est la pression positive. On ne va pas parler des autres techniques. C'est, à mon sens, c'est la technique la plus utilisée et en même temps la plus efficiente parce qu'on peut augmenter de beaucoup la technicité, mais ça ne changera pas de beaucoup notre efficience. Donc, pression positive, on peut ajouter à ça une activation. Et l'activation est très intéressante ici parce que l'effet de l'activation, c'est en quelque sorte un effet de machine à laver. Donc, très souvent dans les formations, je donne l'exemple d'un café. Donc, si on met un café et on met un morceau de sucre dedans, donc, et si on goûte le café sera relativement sucré. Mais si on met un café, on met un sucre et on remue, c'est-à-dire on remue le café sera homogènement sucré. Et on peut aussi donner l'exemple, si on met une bassine d'eau et du détergent et on met du linge sale, si on pose de linge sale, l'effet enzymatique des lessives, il y aura un petit effet. Si on secoue, c'est le principe de la machine à laver, si on secoue tout ça, ça permettra à la solution d'irrigation de pénétrer au plus profond des fibres, comme disait la pub. Donc les enzymes pénètrent au plus profond des fibres et c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'effet lavant de n'importe quelle solution. Et en fin de compte, c'est ce qu'on recherche avec notre solution d'irrigation. Donc, si vous voyez bien, là, quand on va activer au début de la vidéo la solution, on commence à avoir des petits débris. D'où l'intérêt, vraiment, d'où l'intérêt, vous voyez les petits débris, d'où l'intérêt du microscope, c'est que tout ce qu'on nous disait et tout ce qu'on nous a dit pendant longtemps de façon théorique, on arrive à le confirmer sous microscope parce qu'on voit, là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici tous les débris que je sors du canal parce qu'à la base j'avais bien irrigué, le canal était complètement propre, la solution d'irrigation était complètement propre et là je fais une activation sonique au niveau du canal et là je sors encore de débris. Ces débris-là, ils n'étaient pas en suspension, ces débris-là, ils étaient sur les parois, ils étaient collés aux parois. D'où l'intérêt aussi de l'utilisation d'une solution acide parce que cette solution acide, l'acide ayant une action sur les tissus organiques, donc ça va un peu désorganiser le biofilm, désorganiser par son action acide et permettre de mettre tout ça en suspension pour que ça soit accessible à l'action de lavage. Donc, si vous voyez dans cette publication, l'objectif de cette étude était d'évaluer la pénétration bactérienne à travers une obturation. Une lecture bactérienne a été déposée pendant 21 jours. Bref, en gros, la persistance de la SL, la smear layer ou le biofilm, la persistance, non seulement c'est une culture bactérienne, mais en plus, mécaniquement, donc elle a fait un effet biologique et un effet mécanique. L'effet biologique, c'est que c'est une culture bactérienne dans le canal. L'effet mécanique, c'est qu'elle empêche le scellement de l'aguta aux parois canalaires. Donc, on peut dire que la suspension de la smear layer améliore le scellement de l'obturation canalaire en augmentant la résistance à la pénétration bactérienne. On passe maintenant à la mise en forme, je reviens à tout à l'heure, donc on va parler conicité.
Conicité, pourquoi? Parce que c'est le paramètre le plus important. Un instrument peu conique, c'est un instrument qui est relativement fin, donc à diamètre apical correspondant. Donc peu importe les diamètres apicaux, on va parler juste de conicité. Donc en gros, un instrument peu conique, c'est un instrument fin. Un instrument très conique, c'est un instrument gros, entre guillemets. Et donc au cours de notre traitement, on va jouer sur ce paramètre. On a été formé à jouer avec les diamètres apicaux, ce qui est important, mais on a été moins formé à jouer avec les conicités. Et avec l'avènement de la rotation continue et avec tous les systèmes de rotation continue, je dirais que la conicité est aussi importante, voire plus importante que les diamètres apicaux. Parce qu'en gros, les instruments plafonnent à 30 et sur un canal classique, le diamètre moyen d'un canal classique est de 20, c'est-à-dire une lime de diamètre 20 peut passer dans un canal, sauf qu'il y a des irrégularités qui ne permettent pas à la lime de passer. Donc, le plus important, c'est la conicité. Donc, les instruments coniques, et on va utiliser des conicités progressives. En revanche, lors de notre préparation, on va utiliser une instrumentation, une conicité dégressive, c'est-à-dire on va commencer par, au début, on a deux grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le glide path, c'est-à-dire le passage aisé ou la création entre guillemets d'un toboggan sur lequel nos instruments vont glisser, car la pointe de nos instruments est inactive, donc les instruments ne sont pas coupants à la pointe, mais coupants sur les parois. Tant mieux, sinon on ferait des fausses routes à tous les coups. Donc il faudrait que les instruments glissent sur une paroi. Donc les deux premières limes à 2%, on va travailler avec des limes de 2%. C'est ce qui va nous permettre de glisser sur le canal dans un premier temps. Dans un second temps, on va attaquer la préparation proprement dite, c'est-à-dire l'ouverture du canal avec une première lime de 8%. Donc cette lime-là va être active sur le tiers, juste le tiers coronaire du canal. Donc on va faire l'ouverture canalaire. Après, on va pénétrer de plus en plus profondément jusqu'à atteindre la partie apicale du canal. Et ça, c'est très très important. Donc on vous parle beaucoup, peu importe les systèmes d'instrumentation, là on parle du système Endostar, mais indépendamment de ça, on vous parle souvent d'utiliser une lime, voire deux limes qui vont tout faire. Le plus important, c'est pas combien de limes on va utiliser ou combien de limes on va acheter, c'est une réflexion comment utiliser la conicité et les instruments à notre avantage. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de planification. Comme on parle en implantologie de planification et dans plein de disciplines en dentisterie de planification, l'endodontie est une négociation de particularités anatomiques qu'on doit négocier. Donc, et cette négociation, en fonction du cas, on va estimer la difficulté des cas et par rapport à ça, savoir quel instrument jouer. Et c'est par rapport à ça que j'aime beaucoup ce système-là, parce que ça me donne une très large flexibilité de conicité et de diamètre apicaux, ce qui me permet d'avoir des séquences assez larges et avoir un éventail d'instruments qui est encore plus large que ça, parce que là, je suis juste avec le système basique. Et ce que je trouve, c'est qu'avec le nouveau système basique, j'utilise beaucoup moins le système small apical ou le système big apical. Enfin, big apical, c'est autre chose. Mais small apical, c'est-à-dire j'ai besoin encore moins d'aller chercher à jongler entre les conicités. Et je fais de plus en plus grâce à la flexibilité du nickel titane. Donc, franchement, là, en 2020, si un praticien n'utilise pas un système avec du niti traité thermiquement, il se prive d'une révolution technologique au niveau matériaux qui est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné et qui continue à révolutionner l'endodontie. Donc, cas classique de retraitement, step by step. Donc, ça, c'est un canal droit. Donc, là, je fais mon obturation de façon simple, mais ça peut être plus complexe que ça. Et ce qui nous permet, là, si vous voyez, quand on fait une obturation à chaud, si vous voyez bien, ça c'est une 17, c'est une deuxième molaire maxillaire droite. Et bon, le canal, il y a un petit S sur le canal mésial. Au canal palatin, il y a une petite courbure, mais ce qu'il faut voir, c'est l'injection de canaux latéraux, c'est-à-dire on a de l'anatomie, on a obturé de l'anatomie, c'est le plus important. Ça, grâce à quoi? Grâce à l'irrigation. Ça, c'est notre irrigation qui nous a aidé à ça. C'est pas nos instruments, c'est notre irrigation. Par la suite, bien sûr, notre obturation qui doit être tridimensionnelle.
à chaud. Donc c'est pour ça que l'utilisation de ciment de scellement type biocéramique, on aura moins d'anatomie, on aura moins de tridimensionnel, mais c'est quelque chose quand même qui est assez prometteur. Je reviens aussi à un autre aspect qui est moins développé en endodontie. Tout à l'heure, quand on a vu ce qui se disait à peu près en endodontie, bah, les anatomies particulières, comment vérifier les anatomies particulières? Là, j'étais sur une 6, si je reviens, c'était une 16, une 6 maxillaire. Je ne vois pas de particularité anatomique. Je distingue une racine médiane, une racine distale. Je devine une racine palatique. À l'ouverture, et c'est là d'où l'intérêt de l'utilisation du microscope. Là, c'est un cas qui est relativement ancien. C'est un cas qui doit avoir 3 ans, je crois. Donc, j'utilisais l'ancien système Endostar nickel-titane, pas traité thermiquement, qui était bien, mais qui était beaucoup moins bien que l'actuel. Donc, je commençais à préparer, canal mésial, classique, aucun problème. Donc, je le prépare. Et là, quand je fais le cathétérisme de mon canal palatin, en réalité, j'avais 2 canaux. Enfin, j'arrivais pas à savoir si j'avais. Enfin, j'avais déjà 3 entrées. 3 entrées qui étaient entre une entrée qui paraissait palatine, une entrée qui paraissait distale, et une autre entrée, une troisième entrée entre les deux qui paraissait entre le mésial et le palatin. Donc, si on voit bien, et c'est encore une fois l'intérêt du microscope, c'est que c'est quelque chose que j'arrivais complètement à visualiser. Donc, j'arrive à visualiser les 3 entrées, et je travaille une à une, franchement, sans aide optique, c'est en train de tâtonner et en essayant de savoir sur quel canal on est en train de travailler. Donc, on est tous passés par là, moi-même, je suis passé par là. Donc, je peux vous dire que c'est un confort extraordinaire d'avoir ça. Bref, donc je continue mon cas et on va voir sur la slide suivante. Toujours, activation. J'active ma solution de DTA, pardon, j'active ma solution d'hypochlorite pour que l'hypochlorite pénètre le plus profondément et digère le plus de tissu organique. Et j'active aussi ma solution de DTA. Et là encore, c'est mieux voir, c'est ne plus avoir d'excuses. Là, on n'a plus d'excuses parce que l'être humain est comme ça, on se trouve tout le temps des excuses. J'assèche mon canal. Mieux voir, c'est mieux soigner, comme dirait Gallica. Donc, je continue à assécher mon canal. Et là, si vous voyez bien, j'ai mes entrées canal. 1, 2, 3 entrées. Donc, c'est ce qu'on appelle une C-shaped molaire, c'est-à-dire une molaire qui est faite, on sait, si on devine un peu, sur ces 3 canaux, les 3 canaux distaux. Il y a le canal mésial, mais sur les 3 canaux distaux, ils sont un peu en forme de C et surtout ils confluent dans une même méga racine qui est la jonction entre, enfin, la racine distale et la racine palatine ne font plus qu'une seule racine. Et ce genre de particularité anatomique, ben, on peut aisément les voir sous microscope. On peut les voir sans microscope aussi, mais le microscope aide beaucoup. Là, j'étais à la recherche d'un MV2 parce que ça m'aurait fait plaisir d'avoir une molaire maxillaire à 5 canaux. Bah, tant pis pour moi, j'en ai pas trouvé. Vous voyez, là, j'ai vraiment travaillé, j'ai même travaillé un peu avec mes ultrasons. J'avais pas de canal de MV2, j'avais un seul MV. Obturation, je vous passe l'obturation rapidement. J'enduis mes cônes de ciment de scellement. Je dispose mes cônes. Premier canal, deuxième canal, troisième canal. Et après, je fais ma radio. Cône en place. J'obture. J'obture à chaud, donc condensation verticale à chaud. C'est la technique qui reste quand même la plus tridimensionnelle, bien que j'étais pendant longtemps adepte de la condensation thermomécanique, que j'affectionne beaucoup. La courbe d'apprentissage est un peu plus délicate, mais c'est une technique que j'aime beaucoup. Mais j'avoue qu'en condensation verticale à chaud, on a beaucoup plus d'anatomie, on a plus de l'aspect tridimensionnel beaucoup plus important et on arrive à injecter des canaux latéraux ou des anatomies particulières assez régulièrement, euh, bien que sur les autres techniques ça arrive, mais on va dire que c'est plus aléatoire. Donc j'obture mon canal, je fais ce qu'on appelle la descente, j'ai obturé le tiers apical, je vérifie et je continue, je fais ma remontée. Et là, si vous voyez bien sur mon canal mésial, j'injecte, vous voyez, une sortie latérale, mais une grosse sortie, hein, pas une petite sortie, une grosse sortie latérale sur ma racine mésiale. Là aussi,
c'est grâce à l'irrigation, grâce à mon instrumentation, j'ai pu préparer la partie la plus profonde du canal parce que l'ouverture du canal permet à la solution d'irrigation d'accéder à la partie la plus profonde du canal, mais aussi c'est l'aspect instrumentation. Après, c'est l'irrigation qui nous a permis. Ce pas des instruments qui sont partis nettoyer là-bas. Là-bas, il y avait de la pulpe. Donc cette pulpe-là a été digérée par l'hypochlorite. Et par la suite, quand on a fait une obturation tridimensionnelle, eh ben là, on a une injection de canal latéral. Voilà. Autre particularité anatomique, on cherchait le deuxième canal mésio-vestibulaire. Maintenant, c'est le middle mésial, c'est-à-dire le troisième canal mésial des molaires mandibulaires, qui n'est pas rare. Sauf que, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la classification de Vertucci, c'est très souvent du Vertucci type 2. Donc, c'est une deuxième entrée, mais c'est une deuxième entrée qui très souvent conflue avec un canal, plus souvent avec le canal lingual, donc, ou vestibulaire, pas de règle. Bref, donc ça aussi, sans aide optique, donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Sans aide optique, ben, on a beaucoup de mal à trouver. Et sincèrement, avant que je passe au microscope, je ne trouvais pas de middle mésial pour deux raisons. Parce que je ne le voyais pas et parce que je ne le cherchais pas aussi. Parce que je trouvais beaucoup de MV2 parce que je les cherchais. Les middle mésiales, j'en trouvais moins parce que je ne les cherchais pas. Voilà, obturation, remontée. Et voilà. Donc là, on arrive vers la fin de rien, merci. Donc là, on arrive à la fin de notre exposé. Donc pour récapituler, donc aspect tridimensionnel et planification. Par exemple, là, si on est sur une pulpite réversible, sur une pulpite réversible, on est à 85% de taux de réussite. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous aborderez une dent en traitement initial, c'est que vous avez, encore sur certaines études de Dr. Abinadjad, on est à plus de 90% de taux de réussite. Ça dépend comment les cas ont été sélectionnés, comment les praticiens ont été sélectionnés et dans quel pays aussi. Donc, mais globalement, on est à peu près un peu moins de 90% de taux de réussite. Donc, si vous voyez cette dent-là, c'est une prémolaire qui paraît simple avec une seule sortie. Si on voit bien le traitement, eh ben non. Si on voit bien, c'est qu'on a un beau delta apical, vraiment un beau delta avec 3 sorties au lieu d'une. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a bien travaillé notre irrigation. Ça, c'est le travail de notre irrigation. Autre chose, avec les instruments en nickel-titane, vous voyez ici, une majorité de praticiens auraient dû on devine un canal, mais on ne devine pas le deuxième canal. On devine le canal distal, c'est évident. On devine un canal mésial, mais le deuxième, on ne le voit pas. Quand on travaille notre dent, on arrive bien à visualiser notre canal, même s'il était fin, d'où l'intérêt des instruments de faible conicité pour passer dans les canaux fins et des aides optiques aussi. Pareil, c'est pas parce que c'est une incisive latérale que c'est une dent simple, c'est pas une dent simple. Vous voyez, là on a obturé, et l'avant-après, on a la cicatrisation. Donc, et ça, c'est grâce à une irrigation. C'est grâce à ça qu'on a eu le petit canal qu'on n'a pas traité, hein, mais qu'on a juste irrigué, qu'il a été traité chimiquement avec notre solution d'irrigation et qui a été traité mécaniquement aussi par notre pression hydraulique d'obturation. Je continue. Là, sur une injection de canal latéral sur une canine, pareil. Donc, c'est au niveau de l'apex. Et là, c'est ce qui, ça nous rappelle, ça c'est une 23. Donc, très souvent, les 23 piquent en distal. Là, ce n'est pas une règle. Enfin, c'est assez fréquent, mais c'est pas une règle absolue. C'est pour ça que c'est un peu l'intérêt de l'endodontie, c'est qu'on s'ennuie jamais. À chaque fois, on est à la recherche d'une anatomie et les surprises ne manquent pas. Hein. Si on cherche bien, si on a des aides optiques, si on fait de bonnes radios, et si on est assez... Et là, si vous voyez bien sur cette molaire, ça prend tout son sens. C'était en août 2010 et on a des cicatrisations. Quand on respecte l'endodontie, on a des satisfactions, c'est assez rapide. Hein, vous voyez, la lésion apicale sur les racines mésiales de la 46, on commence à avoir une néoformation osseuse au bout de 3-4 mois, ce qui est rien du tout. Donc, pareil, la dent était mobile. Nettoyage, mise en forme, obturation. Si vous voyez, l'injection de ciment de scellement au niveau de la racine distale, au niveau apical de la racine distale, et regardez après
comment c'est plaqué au niveau apical de la racine distale. Pareil, obturation, nettoyage tridimensionnel, obturation tridimensionnelle. Et je passe rapidement parce qu'on est limité par le temps. Donc, on va commencer par voir un peu les questions. Je vous invite à poser vos questions. Nettoyage, mise en forme conique. Donc là, on arrive à la fin. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite moi-même. J'avais compris comment on faisait, comment on prenait des photos avec un trépied, comment on faisait, comment on réglait la vitesse d'obturation et l'ouverture. Donc ça me permettait de faire des photos assez sympathiques. Mais les œuvres qu'on a au cabinet, c'est beaucoup plus nos traitements canalaires parce que tous les jours, on a des œuvres. Voilà, merci. Et on passe à la séance de questions, s'il vous plaît. On s'excuse du désagrément technique. Je sais pas, on a une malédiction avec ce logiciel-là. Bref, donc je suis à vous. Je vais survoler. Tac, tac, Zaki. Salut Zaki. Ok, ça marche très bien. On vous entend, docteur. Bon courage. Merci, Saradan. Mona, salut. Docteur Mosbah, salut. Ok, tac, tac. Hello from Poland. Hello Poland. Bah, hello Poland, forcément. Donc, comment vous verrez les canaux en forme de C et donc Sarah, donc comment vous préparez les canons en forme de C et l'isthme des prémolaires? Donc les canons en forme de C, il n'y a pas de particularité plus que ça. Donc on va préparer les canaux, il faudrait beaucoup plus visualiser. Parce que ce qui est dans les canaux qui se rejoignent, c'est là où on se casse les dents parfois. Très souvent sur les molaires mandibulaires, les deux canaux mésiaux se rejoignent. C'est au niveau de la jonction des deux canaux qu'on va avoir une butée, parce que l'axe des différents canaux diffère. Et c'est là où il faut bien glide patter, c'est là où il faut bien créer une sorte de gouttière sur laquelle va glisser ton instrument, enfin votre instrument. Il faut bien travailler les instruments avec des instruments de faible conicité et monter en conicité progressivement pour que vos instruments glissent. Donc nettoyer les canaux en forme de C, c'est comme tous les canaux. Les isthmes, l'intérêt des isthmes, c'est qu'il faut nettoyer, c'est le traitement chimique. On ne va jamais traiter les isthmes avec nos instruments. Les isthmes, on va les traiter chimiquement. Et d'où l'intérêt de l'irrigation, l'activation de l'irrigation et chauffer votre solution d'irrigation. Il y a plusieurs façons de chauffer votre solution d'irrigation. Soit à l'ancienne, vous utilisez des chauffe biberons et vous utilisez une solution qui est déjà chaude, ou vous utilisez vos dispositifs d'obturation canalaire, vos stylets de gutta chaude, vous chauffez intracanalairement et vous travaillez avec ça. Tout ça pour augmenter la capacité digestive de l'hypochlorite pour attaquer tous les tissus tous les tissus organiques. Donc les canons C, voilà, pour répondre à docteur Saradan. Et les isthmes des prémolaires, pareil, on les nettoie chimiquement. Donc, tac, tac, tac. À quel état vous utilisez l'activation et l'activation ultrasonique, docteur Saradan? Ah ben Saradan, vous êtes bien inspiré, c'est bien, c'est bien. Donc, à quel moment? Le but de l'activation, c'est de faire pénétrer. Je parle de l'activation sonique, je ne parle pas de l'activation ultrasonique, parce que l'ultrasonique permet d'activer, de faire pénétrer et de chauffer en même temps, par l'effet de cavitation. Je ne parlais que d'activation sonique. Le but de l'activation, c'est de faire pénétrer la solution d'irrigation dans les portions les plus profondes et les portions les moins accessibles du canal, du système canalaire, telles que les isthmes, comme vous avez dit, les canaux latéraux, toutes les anatomies particulières. Donc on va l'activer pendant la préparation avec l'hypochlorite et après, surtout, on va activer avec le DTA. Le DTA, en gros, l'activation, c'est un peu mélangé. C'est comme si on mettait un morceau de sucre dans un café sans mélanger. Le café sera relativement sucré, peut-être très peu sucré. Il faudrait qu'on prenne une cuillère et qu'on mélange, et c'est pour ça qu'on aura une solution homogène. Donc le but, c'est de faire pénétrer. Encore mieux avec l'exemple de la machine à laver. Si on met une bassine d'eau et on met une solution détergente, si on ne mélange pas le tout, ça va nettoyer un peu, mais pas beaucoup. L'action enzymatique de toutes les lessives ne sera pas efficace, donc on n'aura pas tout mélangé pour pénétrer au plus profond de la fibre, comme dirait la pub. Voilà. Donc j'active, pour répondre à Dr Saradan, j'active pendant la préparation avec le DTA
Et une fois que j'ai éliminé avec le DTA, une fois que je passe ma solution, je peux éventuellement passer du sérum Phi ou de l'eau distillée pour éliminer tout ce qui est acide, toutes les rémanences acides dans le canal. Après, qu'est-ce qu'on fera? On va passer avec l'hypochlorite aussi pour faire pénétrer l'hypochlorite le plus profondément possible. C'est anecdotique, mais en gros, ce qu'il faut comprendre avec l'activation, c'est que l'activation, c'est un peu la machine à laver dans le canal. C'est ce qui va vous permettre, enfin, ce qui va permettre à la solution d'irrigation d'accéder à la plus grande portion du canal. J'espère avoir répondu à votre question, docteur Saradan. Donc, Joseph Nader, salut, salut. Sarah Ammar, merci bien, docteur, de rien. Hello from Kazakhstan. Hello, Kazakhstan. Eh ben, il vient de loin, lui. Donc, Ikram Gharbi, Mohamed Sahabi Layouni, salut, MDC en force. Donc, quelles sont les techniques d'obturation qui sont considérées comme obturation 3D? Il n'y en a pas beaucoup. La condensation verticale à chaud, type Schilder, c'est la solution tridimensionnelle par excellence. J'ai fait beaucoup d'obturation thermomécanique, ça donne parfois de l'anatomie, on obture bien l'anatomie, mais pour avoir une obturation tridimensionnelle, c'est la condensation verticale à chaud, telle que décrite par Schilder. Voilà, docteur Saradan, vous êtes en forme, c'est bien. Y a-t-il une méthode pour diminuer le changement de teinte des centrales après traitement canalaire? Ben, tous les changements de teinte sont dus à la persistance de tous les produits qu'on a utilisés. Et très souvent sur les chambres pulpaires, dans les chambres euh, coronaires, donc là, dans la pulpe camérale, il y a des résidus de cimentellement et c'est tous ces résidus-là qui donnent une teinte après à l'avant, d'où l'intérêt de bien nettoyer la chambre camérale après la fin du traitement canalaire. Pour quel cas vous optez pour une obturation au biocéramique? Pour être honnête avec vous, je n'utilise pas les biocéramiques parce que c'est une solution qui est fort prometteuse et je suis un peu j'avoue, dans ma zone de confort. Je fais de l'obturation essentiellement verticale à chaud. L'intérêt des biocéramiques, c'est que ça va beaucoup simplifier la technique. Or, à mon niveau, la technique, pour moi, l'obturation tridimensionnelle verticale à chaud est relativement simple. Donc, pourquoi simplifier ce qui est simple? Mais c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage. Et c'est vrai que pour les générations futures, les biocéramiques sont très intéressantes parce qu'ils ont une qualité d'obturation extraordinaire. Et peut-être, peut-être qu'on va switcher progressivement vers des obturations de biocéramique. On pourrait éventuellement opter pour une obturation biocéramique dans les cas où on n'arrive vraiment pas à assécher le canal, où on a un petit saignement, on n'est pas sûr que des conditions d'astringence, on pourrait éventuellement dans ces cas-là penser au biocéramique. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis à votre disposition. S'il y a d'autres questions. Tac, tac, tac. Quand on préparer les canons en forme de C, Elise me prend l'air de personne. Ok, ça c'est fait. Thank you for this live. I would like to know. Ouais, quelle étape va utiliser l'activation sonique, l'activation quelle est technique d'obturation? Ben, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Attendez, il y a une question. Ah oui, la question numéro 2, je voudrais savoir combien de temps l'hypochlorite agit dans le canal. En gros, pour que l'hypochlorite soit bien actif, attendez, bah tiens, on va changer pour que l'hypochlorite soit bien actif dans le canal, on change la caméra, tac, c'est bon. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, pour que l'hypochlorite soit bien actif dans le canal, il faut compter dans la littérature une demi-heure d'exposition du système canalaire à la solution d'irrigation. C'est-à-dire que même si vous avez une dent qui est relativement simple, si vous faites un traitement canalaire en 5 minutes, bah, votre solution d'irrigation n'aura pas eu le temps d'agir. Donc il faudrait que vous donniez du temps à votre solution d'irrigation qui est dans la littérature à peu près de 30 minutes. Je ne vous citerai pas l'article parce que je ne l'ai pas en tête, mais en gros c'est 30 minutes pour que votre solution d'irrigation aura son effet sur tout le canal. Voilà. Je pense que c'est tout. D'autres questions? Je vérifie en live. S'il n'y a plus de questions, ben,
Tac. Voilà. Zeki Feltes. Ok. Que pensez-vous de MTA? C'est un produit star de l'avenir? Non, le MTA, c'est pas un produit d'avenir, hein. MTA, c'est un produit qui existe depuis longtemps. Donc, docteur Saradan. Bah, c'est bien, vous animez bien le débat, docteur Saradan. Donc, euh, c'est pas un produit d'avenir. L'MTA, c'est une biocéramique qui existe depuis très longtemps, qui a ses indications. Donc, le MTA peut être utilisé dans la réparation de perforations, perforation de plancher, perforation de racines ou obturation à rétro. Donc, que penser? Bah oui, le MTA, ça nous aide beaucoup au quotidien dans notre pratique, mais c'est pas. Les biocéramiques en général sont des produits d'avenir, c'est clair, surtout en obturation. Mais le MTA, on l'a toujours utilisé. Euh, donc, merci Zeki. Conseil pour une endo réussie. Ah bah, conseil pour une endo réussie, ça serait quand même assez large, mais j'ai essayé aujourd'hui de parler de deux paramètres qui sont importants. Le premier paramètre, c'est l'élimination des contraintes. Éliminer les contraintes coronairement et avancer progressivement vers l'apex. 1. 2. Quand vous allez vouloir avancer apicalement, utilisez des limes de glide path, des limes de cathétérisme. Créez un passage libre d'un instrument de faible conicité de 2 ou 3%. Une fois que vous aurez créé ce passage-là, pas avant, une fois que vous aurez créé ce passage-là, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller avec de la rotation continue. C'est très important. Les instruments de glide path, on peut faire un glide path manuel, donc on va faire du scooting avec une lime manuelle de 2%. Sinon, maintenant tous les fabricants ont des instruments type NT2 qui sont des instruments de 2%. C'est quand même intéressant d'avoir des instruments de 2% qui sont assez fins en ITI qui vous permettent de créer ce fameux passage qui est vraiment très intéressant pour réussir un endodontie. Deuxième étape, irrigation. L'irrigation est le parent pauvre de l'endodontie. On n'irrigue pas assez en endodontie. Et c'est une étape dont on ne parle pas beaucoup, alors que c'est une étape qui est très intéressante. C'est pour ça que j'ai parlé de cet article-là au début. Et je vous montrais qu'on ne parlait pas assez d'irrigation, alors que c'est un paramètre très très important. C'est 30% de notre préparation, sachant que 30% du canal n'est pas touché par les instruments, donc il doit être touché par l'irrigation. Donc l'irrigation, que ce soit les solutions, que les solutions hypochlorite ou les solutions acides, et l'activation des solutions, ainsi que chauffer l'hypochlorite. Tout ça va vous permettre de bien nettoyer le canal. Et à la fin, essayez d'opter pour des solutions d'obturation tridimensionnelles, parce que d'après de ce que je vous ai montré, toutes les coupes anatomiques montre que c'est des systèmes, des réseaux canalaires complexes. Et seules les techniques tridimensionnelles nous permettront d'être le plus sûr possible de notre obturation. Voilà. Donc je pense, conseil pour une endo réussie. Voilà, je pense avoir répondu à votre question, docteur Saradan. Donc, le blanchiment interne, docteur Zitouni, on parle d'endodontie. Je ne peux pas parler de blanchiment interne, on va parler d'endodontie. Merci pour votre temps, docteur, pour la présentation. Merci, docteur Darada. Euh, donc, j'utilise Marathon comme appareil endo. Beaucoup d'options que j'ignore si mon utilisation est correcte ou non. Y a-t-il un contrôle à me donner? Il y a deux paramètres pour contrôler votre instrument. Il faut voir sur les données du fabricant. Donc, sur les lignes EndoStar, vous allez voir, il y a une fiche. Vous pouvez demander auprès de Dentina en Algérie ou ailleurs, je ne sais pas, auprès de votre distributeur EndoStar. Vous allez avoir la vitesse et le torque. Donc, suivant les instruments et suivant votre aisance technique, parce que plus vous allez être à l'aise techniquement, plus vous allez monter en torque pour avoir plus de coupe. Quand vous avez plus de coupe, vous avez plus de risque de fracture. Donc il faut faire attention. Mais en gros, tout ça est expliqué sur les fiches techniques de tous les instruments. Donc, docteur Teresa Saltana, référez-vous à votre distributeur de votre moteur aussi pour pouvoir paramétrer la vitesse et le torque. Euh, je voulais dire que la gutta pourrait tendre à disparaître à l'avenir proche. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Non, la gutta ne disparaîtra pas parce que justement, les biocéramiques pourraient être utilisées comme solution d'obturation en soi, mais les biocéramiques, c'est comme du ciment. Donc, c'est comme si vous couliez du ciment dans le canal. Il y a le traitement, il y a le retraitement. Donc, il faudrait penser au retraitement. Quand on fait un traitement, c'est loin d'être parfait, personne n'est parfait. Donc, il faudrait penser au retraitement, d'où l'intérêt de la gutta. La gutta, dans les opérations avec des biocéramiques, sert de tuteur de retraitement.
Sinon, et c'est le paramètre un peu qui me chauffe pas trop avec les biocéramiques, c'est que les retraitements vont être difficiles. On va passer maintenant à des générations qui vont purer de plus en plus avec des ciments de biocéramique. Retraiter sur des biocéramiques, c'est beaucoup plus rock'n'roll que des retraitements classiques. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Mais ce qui est sûr, c'est que la gutta ne va pas disparaître. La gutta, du moins, servira, que ce n'est que pour ça, servira de tuteur de retraitement. Donc, donc Slimane Issaad, euh, combien de temps un traitement pour une molaire? Un traitement ou un retraitement? Traitement. Donc, bon, en gros, il faut compter 1 heure à 1 heure et demie pour on va dire, plus rapide sera en 35-45 minutes et les moins rapides sera à 1 heure et demie, mais c'est une moyenne. Parce que des fois, si vous avez une anatomie qui est favorable, vous arrivez à perméabiliser les canaux et à glide pater les canaux et passer rapidement. Et parfois, sur des traitements simples, hein, pas sur des retraitements, vous avez des anatomies particulières qui vous poussent à parfois même faire 2 séances pour faire un traitement. C'est relativement rare, mais ça peut exister. Globalement, on va dire entre 1 heure et 1 heure et demie suffisent à traiter une molaire. Un traitement, pas un retraitement, soit bien précis. Donc, Abdelghani Abdelli, de rien, avec plaisir. Étoile de mer, merci, de rien. Est-ce que les biocéramiques ont de recul? Oui, ils ont du recul. Enfin, s'ils sont commercialisés, c'est qu'il y a un recul clinique. Mais si on voit, c'est qu'il y a plus de recul sur les opérations à Gutta et ciment de scellement. Mais bon, il faut toujours laisser la porte ouverte à l'innovation, hein. Il ne faut pas être conservateur. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé. Et qui sait, hein, peut-être que ça va prendre le dessus sur les opérations conventionnelles. On verra. Donc, comment utiliser le random d'Endostar dans les reprises de traitement, docteur? C'est long, les reprises de traitement, enfin, c'est long comme sujet. Comment l'utiliser? Et l'utiliser dans la séquence du plus conique au moins conique. Et sinon, c'est une séquence de rotation continue classique. Maintenant, est-ce que vous allez utiliser des ultrasons pour des obturés? Est-ce que vous allez utiliser des solvants? Est-ce que vous allez utiliser des solvants pour gutta ou des solvants pour ciment d'obturation canalaire? Tout ça, ça dépend des cas, hein. C'est assez large, docteur Saradon, je vais bien vous répondre, mais on serait encore là d'ici le phtor, hein. Ça prendra du temps. Donc, méthode